Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ouvre la séance du Conseil municipal de Bézieux du 3 octobre 2022. Nous allons commencer par l'appel. Antunès Polo. Présent. Bataille Catherine. Présent. Chantraine Christine. Présent. Coxet Bernard. Absent, pouvoir, Cussot Pascal. Présente. Demeyer Pascal. Pouvoir. Pouvoir à Pascal Cussot. Ouais. Delrue Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers Luc. Présent. Devoyer Bruno. Dufour Isabelle. Pouvoir à Bruno Devoyer. Dutilleul Laurence. Présente. Fievé Jean-Michel. Présent. Gilbert Christian. Présent. Erangel Céline. Présente. Herman Bénédicte. Présente. Huon Emmanuel. Présent. Leclerc Bénédicte. Présente. Limousin Philippe. Présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Millet Michel. Présent. Paquier Michel. Présent. Paquier Titeka Odile. Présente. Schumacher Coralie. Présente. Terry Mathieu a donné pouvoir à Olivier Vandevelde. Vandevelde Olivier. Présent. Verbeck Karl. Il arrive en retard. Il arrive en retard, il est sur la route. Je vous remercie. Nous allons ensuite désigner le secrétaire de séance. Je propose de désigner comme secrétaire de séance Jean-Pierre, qu'il accepte volontiers. Ensuite, j'ai une information à vous donner. En date du 16 septembre, nous avons reçu la démission de M. Pavel Kijowski, qui sera donc remplacé par M. Emmanuel Huon, ici présent, et suivant sur la liste de l'opposition. Concernant les commissions, il sera délibéré lors du prochain conseil municipal quant à la composition de celle-ci. Je voudrais faire un rappel avant que vous n'interveniez. Le rappel concerne l'organisation de nos conseils municipaux. La salle est assez petite, elle résonne, donc je voudrais rappeler l'article 20 du règlement intérieur, débat ordinaire. Tout le monde m'entend bien ? La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenu du président, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal qui procède à la présentation d'un sujet inscrit à l'ordre du jour dispose de 10 minutes afin d'exposer les éléments utiles à la complète information des membres du conseil municipal. Chaque membre du conseil municipal qui souhaite intervenir sur le sujet dispose alors de 5 minutes pour présenter ses questions, remarques ou observations. Sur demande justifiée de l'intervenant, le maire peut accorder un temps de parole supplémentaire. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance, par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 27. Je souhaitais faire ce rappel de façon à ce que les débats d'aujourd'hui se passent dans de la manière la plus efficace possible et sans qu'on interrompe sans arrêt les orateurs. Je voudrais également vous parler d'un 4e point avant de démarrer notre ordre du jour. Nous avons une délibération sur table, comme vous avez pu le constater. Nous y reviendrons pour l'examiner sur le fond à la fin de l'ordre du jour. Mais il y a lieu dans l'immédiat de voter sur l'urgence. En effet, ce sujet a été vu et présenté en commission. Il s'agit du sujet de l'ouverture de la garderie à 7h15 au lieu de 7h30 et a été oublié dans l'envoi de la convocation. La question que je vous pose est de savoir si vous êtes d'accord pour qu'on le voie ce sujet ce soir. Qui est pour ? Bon, c'est unanime, donc on va pouvoir, je vous remercie, on va pouvoir donc évoquer ce sujet ce soir.
Donc le point 1 de l'ordre du jour, institutions et vie politique, adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 juin 2022. Avez-vous des observations, des questions ou des remarques sur cette adoption? Il n'y en a pas. Moi, je souhaite en faire une. Monsieur Delru avait fait une intervention en nous disant qu'il allait donc transmettre le chiffrage annoncé par moi-même donc aux architectes qui ont chiffré le projet de RAM PMI. L'avez-vous fait? Bien. Vous transmettrez les miens. Moi, je les ai là, si vous voulez. Détaillés. Donc, voici ce qu'il en est. Si je joins les estimations pour le RAM PMI 200 m² et le local ado 200 m², chiffrage au 1er septembre 2022. Programmation 15 kg euros hors taxe. Honoraires 97 kg hors taxe. Travaux 966 kg euros hors taxe. Soit un total de 1078 kg euros hors taxe, soit un total TTC de 1294 kg euros. Chiffrage mis à jour et toutes dépenses confondues. À comparer aux 230 kg euros que vous avez signifiés. Il y a quand même une grosse différence. Bien évidemment, je précise que ces chiffres sont consultables pour toute personne souhaitant vérifier mes dires. Voulez-vous prendre la parole, monsieur Delru? Non, moi, je Très bien. Très bien. Le chiffrage que moi j'ai. Très bien. Très bien. Très bien. C'est de l'ordre. Donc on peut passer à la signature du procès-verbal. Bien, nous allons passer donc au point numéro 2 de l'ordre du jour, fonction publique, autorisation de signature de la convention d'adhésion au service de prévention du centre de gestion 59, pôle santé, sécurité au travail. Je donne la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2022-551 du 13 avril 2022 relatif au service de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale, vu la délibération numéro 2020.11.10 du Conseil municipal en date du 19 novembre 2020 portant renouvellement de l'adhésion de la commune au service de médecine préventive proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour toute la durée du mandat, considérant la nécessité d'adhérer au nouveau dispositif d'accompagnement des collectivités dans le domaine de la prévention mis en place à la suite du décret numéro 2022-551 du 13 avril 2022, considérant que l'adhésion à ce dispositif participe au bon fonctionnement des services de la commune, dans la mesure où la commune ne dispose pas de son propre service de médecine préventive. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à l'option 1 pour une durée de 3 ans, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'adhésion au service de prévention du CDG 59 jointe annexée, de prévoir les crédits correspondant au budget. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Dans ce cas-là, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 3 de notre ordre du jour concerne toujours la fonction publique. Autorisation de signature de l'accord de méthode sur la prestation sociale complémentaire du centre de gestion 59 qui avait été annexé
annexe 3. Je donne la parole à Pascal. Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L 222-3 et -4, vu l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, vu le débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire tenu lors du conseil municipal du 24 février 2022, vu l'accord de méthode conclu le 16 mai 2022 entre les organisations syndicales représentatives et les représentants des employeurs, considérant que la commune de Bézieux ne dispose pas d'un comité social territorial propre, considérant que l'application de l'accord de méthode conclu est subordonnée à son approbation par l'organe délibérant de la commune, considérant que l'intérêt des agents de la collectivité est d'autoriser le centre de gestion du Nord à conclure un accord collectif dans tous les champs identifiés dans l'accord de méthode conclu le 16 mai 2022, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'accord de méthode conclu le 16 mai 2022 par le centre de gestion, d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Merci Pascal. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Pas d'intervention, donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Le point numéro 4 de l'ordre du jour concerne le domaine et patrimoine. Modification du contrat, règlement intérieur et grille tarifaire des locations des salles municipales qui vous ont été annexées en pièces 4 et 5. Je donne la parole à Céline. Le contrat de location des salles municipales est un document en constante évolution pour s'adapter aux situations rencontrées. C'est ainsi qu'un groupe de travail constitué de membres de la commission Action culturelle, associations culturelles et sportives, fêtes et cérémonies, a travaillé avec les services municipaux pour présenter lors de la commission du 23 mars 2022 une nouvelle version dans laquelle apparaît notamment la notion de démontage payant du podium pour éviter les demandes peu motivées mais coûteuses en temps pour les services techniques. Le contrat, toujours en accord avec la commission, soit sur le compte rendu de notre dernière commission, a encore été étoffé de quelques modifications, dont un plan qui permet l'utilisation de la cour pour les mains d'honneur sans pour autant gêner la vie associative, ou enfin un tarif de nettoyage qui permet de mettre plus aisément en application la rétention sur caution déjà prévue au contrat en cas de défaillance du locataire, que ce soit en intérieur ou en cas de projection d'éléments en extérieur. Deux lignes apparaissent donc désormais au tarif 2023, 18 € de l'heure pour du nettoyage en cas de défaillance du locataire seulement, 50 € en cas de demande de démontage du podium. Les autres tarifs restent inchangés. Donc je reprends le relais. Pardon. Oui. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-21 et L2144-3, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la loi du 1er juillet 1901, considérant que l'utilisation des salles municipales destinées à la location aux associations et aux particuliers a démontré la nécessité d'ajuster le contrat de location, le règlement intérieur et la grille tarifaire, il est proposé au conseil municipal d'approuver le contrat de location, le règlement intérieur et la grille tarifaire, mise à jour 6 juin annexée, annexe 4 et 5. Merci Céline. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Pas de questions. Nous allons procéder donc au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 5 concerne le développement durable et en particulier le concours des décorations de Noël qui vous a été remis en annexe 6. Je passe la parole à Coralie. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29, vu la délibération numéro 2021.1007 du Conseil municipal en date du 29 octobre 2021 relatif à l'adoption du règlement du concours des décorations de Noël, vu l'avis de la Commission Environnement, Urbanisme et Cadre de Vie réunie le 22 septembre 2022, considérant la volonté de la municipalité de renouveler ce concours qui participe à l'ambiance festive et l'embellissement de la commune, considérant la nécessité de modifier le règlement du concours adopté en 2021 et notamment le système de notation des critères d'évaluation compte tenu de la conjoncture et de l'augmentation du coût de l'énergie, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement du concours des décorations de Noël mis à jour qui était annexé, annexe 6, de fixer la liste des prix de la façon suivante. Le premier prix, un bon d'achat de 50 €, le deuxième prix, un bon de 30 €,
le troisième prix de 20 €, un prix du public de 50 € et un encouragement des coups de cœur pour 20 €, pour un budget maximum de 510 €. L'ensemble des bons étant valables pour les commerces basiliens uniquement. Et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Coralie. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Point d'intervention, donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 6 de notre ordre du jour, emploi, formation professionnelle. Adhésion à la Ligue de l'enseignement qui vous a été remis en annexe 7. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1111-2, vu l'article L.121-1 du Code du service national, vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, vu la loi numéro 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Considérant le souhait de la municipalité d'accueillir un ou une volontaire en service civique dans le cadre de missions d'action sociale et culturelle auprès des aînés et personnes dépendantes de la commune, en favorisant le lien social et intergénérationnel, considérant la volonté de la commune de développer une politique en faveur de la jeunesse, en offrant notamment aux jeunes la possibilité de s'engager dans des projets d'intérêt général, considérant qu'il y a lieu d'adhérer à la Ligue de l'enseignement du Nord afin de bénéficier de leur accompagnement pour le recrutement d'un ou d'une volontaire en service civique, considérant que le montant de l'affiliation à la Ligue de l'enseignement du Nord est de 79 €, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le bulletin d'affiliation à la Ligue de l'enseignement du Nord, 6 joints annexés, annexe 7, et le contrat d'engagement de service civique, d'autoriser le versement d'une indemnité aux volontaires du service civique correspondant aux frais d'alimentation ou de transport, de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Pas d'intervention, nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7 de notre ordre du jour concerne les libertés publiques et le pouvoir de police, la dérogation, pour une dérogation à la règle du repos dominical 2023 à 2026 qui vous ont été remis en annexe 8 et 9. Je passe la parole à Karl. Donc, vu les différents articles que vous avez dans la note de synthèse concernant le Code général, la loi, les délibérations, etc., en fait, ce qui avait été proposé déjà auparavant, c'était d'avoir l'ouverture de 8 dimanches pour les commerçants basiliens. On revient donc à cette règle avec un calendrier commun au niveau donc, de la MEL qui est de 7 dimanches. Donc, on propose d'ajouter à ces 7 dimanches un dimanche complémentaire qui serait le dimanche de braderie qui coïncide avec la braderie de Lille. Et donc, on donnerait possibilité donc, aux commerçants qui le souhaitent de pouvoir ouvrir ce jour-là. Donc, on propose au conseil municipal d'autoriser l'ouverture des commerces de détail de la commune à raison de 8 dimanches annuels, donc les 7 plus 1 pour les années 2023 à 2026, reprenant les 7 dates du calendrier commun, précités donc ceux identiques au niveau de la MEL, auxquels vont s'ajouter le dimanche de la braderie de Lille. Merci Karl. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Pas d'intervention, nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8 de l'ordre du jour, liberté publique et pouvoir de police, dénomination d'une nouvelle voie qui vous a été remis en annexe 10. Je donne la parole à Polo. Ok, un projet qui de M. Bouchoir et Mme Ordonné, donc avec la sortie rue de Tournai. Donc il nous était demandé de donner une dénomination sur cette voie. Sur la proposition de M. Bouchoir et Mme
Bordenot, les propriétaires de la parcelle, ils nous ont proposé de l'appeler l'impasse Marguerite Yourcenar. Donc on en a parlé en commission. Il est proposé d'accepter et d'adopter cette dénomination et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Polo. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Peut-être juste un petit point. Ah non, excuse-moi. personne d'autre? Si, Christian. Ah, d'accord, je n'avais pas vu la main levée. Donc, je donne la parole à Bénédicte. Oui, c'était juste par rapport à un précédent conseil municipal. On avait dit que ça pouvait être bien d'éviter impasse et de mettre aller à la place. C'est juste ça. Oui. Nous souhaitons donner une priorité aux personnes qui ont œuvré pour la défense de notre pays et aussi à ceux qui ont donné leur vie en faisant preuve d'actes héroïques envers nos concitoyens. Et donc j'ai envoyé à Polo 3 noms. Malheureusement, quand tu arrêtes. C'est quoi les 3 noms? C'était Jean Moulin, Joséphine Baker et Arnaud Beltrame. Polo? Malheureusement, j'ai vu ta réponse, mais elle est arrivée après la guerre. En fait. Quand tu l'as envoyé, c'était déjà parti. Donc, Après la guerre. le terme n'est peut-être pas bon actuellement, mais c'est. Ouais. Tu l'as envoyé à 21h, on a reçu les éléments du conseil, et tu as dû l'envoyer à 22h, à 1h près. Donc je ne pouvais plus intervenir. Bon, Pour la prochaine fois, en tout cas, je garde tes propositions. donc je résume. Une remarque de Bénédicte qui estime que le mot impasse c'est peut-être un peu moins adapté au terme aller. Donc je dois dire quand même là, je veux préciser quelque chose. Une impasse c'est une impasse. Une allée souvent est débouchant. Là c'est pas le cas. Donc je pense, enfin, on peut penser que le terme impasse, même s'il est peut-être moins heureux, il a du sens par rapport au nom aller. Et nous avons donc, enfin bon, ça je le soumets à tout le monde. Attendez, je termine. On a des propositions donc de Jean Moulin, Joséphine Baker et Arnaud Beltrame. Juste ma remarque, j'allais décaler, c'est une impasse. Pardon? Il a des décalages. J'allais décaler, c'est une impasse. C'était avant. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, Marguerite Yourcenar, ça va. Bon, donc je vais mettre au vote donc cette délibération pour donc le nom impasse Marguerite Yourcenar. Allez. Allez. Oui. On est tous d'accord. Bon, d'accord. Allez, Marguerite Yourcenar. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, non, Monsieur De Bruyne a 2 votes. Hein. Ouais. Donc il y a eu un contre. En Il y a somme, M. Gilbert qui voudrait reprendre la parole. Oui. on donne une priorité aux propriétaires des lots, quoi. Puisque c'est eux qui ont proposé. Nous, on a un ministre à rien à dire. Valider la proposition, la problématique, comme je l'indiquais, c'est que entre le moment où j'ai envoyé le mail et le moment de la réponse, le délai était court pour pouvoir le rajouter au conseil. Et, malheureusement, j'avais sous la main que cette proposition qui avait aussi l'accord de 2 autres personnes. C'est la majorité qui l'a emporté. Et encore une fois, je le répète, tes propositions, je les garde. Elles ne sont pas perdues. Ok. C'est fair play. Mais ça, on a... Oui, pas de problème. T'inquiète pas, c'est aussi là. Le point numéro 9 de notre ordre du jour concerne les transports. Et il s'agit de l'adhésion au dispositif Microstop qui vous a été remis en annexe 11. Je donne la parole à Coralie. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29,
vu le projet de réseau d'autostop organisé initié à Sailly-la-Noix en partenariat avec l'association Microstop à la suite de l'île Métropole 2020, capitale mondiale du design, et plus particulièrement l'expérimentation des POC, preuve de faisabilité. Considérant la volonté de la municipalité de réduire le trafic routier sur le territoire de la commune, notamment aux heures d'affluence, et de s'engager dans des mesures permettant de réduire la pollution et de développer des actions collaboratives. Considérant le souhait de la municipalité de créer une ligne de covoiturage autostop organisée et matérialisée par l'implantation de totem stop à des emplacements judicieux afin de faire de la voiture un transport en commun collaboratif. Considérant l'opportunité de bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement de l'association Microstop afin de déployer ce dispositif dans la commune de Bézieux. Considérant que l'adhésion au réseau Microstop nécessite une contribution de 40 centimes par habitant et que la commune compte au 1er janvier 2022 4 826 habitants, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au dispositif Microstop, de verser la somme de 1 930,40 € relative à l'adhésion au dispositif, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui était annexée en annexe 11, de désigner Madame Schumacher comme élue référente et Madame Moreau comme technicienne référente, d'implanter un totem stop à la gare de Bézieux, d'identifier des ambassadeurs du covoiturage pour expérimenter et adapter le dispositif à la commune, d'inscrire les crédits correspondant au budget. Merci Coralie. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Aucune intervention, donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10, les transports, c'est l'avis sur le plan de mobilité, PDM, plan de déplacement métropolitain. Alors, vous avez tous pris connaissance de la note de synthèse, donc si vous êtes d'accord, je vous propose de passer directement à l'avis que le conseil municipal doit donner sur le PDM. Pas d'objection? Donc, au regard du projet de plan de mobilité transmis par l'AMEL, en date du 31 août 2022, dans le cadre de la consultation administrative obligatoire des personnes publiques, la commune de Bézieux se situe au carrefour de la Pévèle et du versant nord-est, à la frontière entre la France et la Belgique. L'attractivité du demi-échangeur, si elle est indéniable, implique des flux importants en termes de mobilité. Il s'agit donc d'un enjeu majeur pour notre territoire. Le conseil municipal souhaite apporter les remarques et ou demandes de modification suivantes et émet un avis favorable sur le projet de plan de mobilité arrêté par le conseil métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique. En point 1, voici les remarques que nous souhaitons formuler. En point 1, la réduction de l'usage de la voiture ne doit pas servir à justifier la suppression de toutes les demandes de voies de contournement, puisque vous avez pris connaissance des annexes, et dans les annexes, il est mentionné qu'à échéance de 2035, la voiture, que ce soit avec un conducteur seul ou un conducteur et des passagers, dans les grandes lignes, c'est sur le 59, bon, je vais dire, ça va passer de 60% des déplacements à 40%. Exactement, c'est 58 à 39 ou 59 à 38. Donc c'est énorme. Ceci dit, la réduction de l'usage de la voiture ne doit pas servir à justifier la suppression de toutes les demandes de voies de contournement, car 40% de voitures, c'est encore beaucoup. Et cela nécessite des aménagements routiers dans certaines communes afin de contourner les axes existants. C'est le cas chez nous. Deuxième remarque, le développement de l'usage du vélo, qui devrait passer quant à lui de 1 à 8% à échéance 2035. C'est énorme, c'est x8. Nécessite un effort considérable sur la création de voies cyclables, comme des efforts sur l'entretien ou la mise à niveau des voies cyclables existantes. Le projet présenté en ce qui concerne la commune de Bézieux ne semble pas satisfaisant ou suffisant pour répondre à cet objectif, qui est pourtant un préalable au développement de l'usage du vélo. Remarque numéro 3. Le développement de l'usage des transports en commun semble effectif sur les principales communes urbaines de la MEL. En revanche, pour atteindre cet objectif, il conviendra de développer également les lignes de transport en commun dans les communes suburbaines ou périurbaines, comme Bézieux.
Le plan de déplacement métropolitain, le PDM, reste très général sur ce point, en ce qui concerne notamment le territoire Est, c'est-à-dire dont fait partie Bézieux. Et il serait très dommageable de ne pas y apporter de réponses concrètes et tangibles, au risque de voir se développer, par voie de conséquence, une circulation de véhicules depuis les communes périurbaines vers les centres modaux de transport en commun, métro, etc. Enfin, la présence d'une gare à Bézieux ne doit pas venir occulter cette attente, surtout lorsque la fréquence des trains est insuffisante au regard des besoins exprimés et du fait de la forte dépendance au réseau ferroviaire. La quatrième et dernière remarque, le développement de la voiture partagée est une idée qui semble intéressante et on ne peut que regretter que le plan de mobilité ne mette pas davantage l'accent sur certains concepts, comme le microstop, c'est pas le seul, qui constitue une alternative prometteuse mais qui aujourd'hui reste à la charge des communes candidates. Il est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de plan de mobilité arrêté par le Conseil métropolitain et de transmettre à la MEL les observations et les demandes de modification listées ci-dessus. Qui souhaite intervenir? Monsieur Delru souhaite intervenir. Et ensuite, c'est tout? Et je répondrai à Monsieur Delru, je vous écoute. Les trois délibérations, PLM, PLU3 et PLH3, sont intimement liées, ce qui entraînera des audits dans nos interventions. Mais ces plans sont tellement importants pour l'avenir de notre commune qu'il est nécessaire d'insister sur certains points. Pour le plan de mobilité, le constat qui est fait sur le territoire de la Meille depuis son initialisation en 2015 n'a pratiquement pas changé. Les déplacements en voiture sont très largement majoritaires. Les déplacements en transport en commun stagnent, voire régressent. La marche est stable. Le déplacement à vélo n'arrive pas à décoller de ces 1%. Les objectifs sont toujours les mêmes. Diminuer largement la part de la voiture au profit des trois autres moyens de déplacement, avec une ambition qualifiable d'utopique de multiplier par 8 la part du vélo. Ces objectifs ne pourront être approchés au niveau de la MEL qu'à condition d'énormément investir dans les transports en commun et dans les pistes cyclables. À mes yeux, l'attractivité et le développement de notre commune rendent ces exigences encore plus prégnantes. Pour répondre à ces exigences, il est indispensable de mettre en œuvre des actions de fiabilisation et d'augmentation de fréquence du trafic des trains en gare de Bézieux. Pour augmenter l'efficacité de cette action, elle doit être accompagnée de la création d'un pôle d'échange au nord de la gare. En cohérence avec ce développement des transports en commun, il est tout aussi indispensable de réaliser les contournements est et nord de la commune, seul moyen d'instaurer un jour un plan de circulation permettant d'implanter des pistes cyclables sur les grands axes de la commune. En dépassant les grands axes routiers, en privilégiant et surtout en sécurisant les déplacements en mode doux, non seulement nous développerons ces modes, mais aussi nous diminuerons fortement le trafic automobile interne et nous réduirons également le trafic de transit, car il sera rendu plus difficile. Les impératifs qui viennent d'être définis ne figurant pas dans le document présenté par la MEL, tant que nos demandes n'auront pas été prises en compte, nous ne pouvons que donner un avis défavorable à ce PDM. Je vous remercie, Monsieur Delru. Donc, c'est bien, vous avez mis 2 minutes 20, c'est parfait. Je vais vous répondre, enfin en tout cas partiellement. Sur une partie de votre analyse, nous sommes en phase. D'ailleurs, vous reprenez ce que nous avons dit, mais bon, ok, sans problème. Là où nous ne pouvons pas, enfin, en tout cas moi je ne suis pas d'accord avec votre analyse, c'est quant à la, donc au pôle d'échange au nord, au-dessus de la ferrée, et sur l'intégralité des contournements. Parce que il faut être pragmatique et demander tout complet en totalité. Ben, si ce n'est pas possible, on n'aura rien. Ça fait 20 ans, Monsieur Delru, qu'au plus,
il y a le contournement complet, qu'on appelle aujourd'hui F1, F8. Ça fait 20 ans qu'il y est, ça n'a pas bougé. Donc, l'approche que nous avons, nous, c'est d'être positif par rapport à cette délibération et de donner un avis favorable avec réserves qui ont été exprimées, dans la mesure où si on veut... Alors, je vous rejoins, hein, le PDM, le PU et le PDH3, c'est lié, c'est la même chose. Mais si on veut tout, on n'aura rien. Et en tout cas, la preuve, ça n'a pas fonctionné. Dans le cadre de la ZAD, vous aviez même vous vouliez même demander un pont au-dessus de la voie ferrée. Tout ça, c'est mort. Donc aujourd'hui, il faut rester pragmatique, objectif, simple. C'est pour ça que je propose au conseil municipal un avis favorable, avec les réserves que nous avons émises, qui rejoignent pour la plupart celles que vous avez données, sauf sur l'aspect de tout vouloir, on n'aura rien. Ça, c'est la réponse que je vous donne. Est-ce qu'il y a une autre intervention à souhaiter? Oui, vous pouvez me répondre. Moi, d'expérience, quand on émet un avis favorable, même avec la remarque, vous êtes classé dans les avis favorables, vos remarques ne sont pas étudiées. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que si vous ne demandez pas, si vous ne vous inscrivez pas, c'est sûr, vous ne l'aurez jamais. En inscrivant, on n'est jamais sur une là, mais au moins, on se dit qu'il y a une possibilité qui est envisagée et parfois ça évolue et on peut trouver les financements qui sont plus loin. Donc, on reste sur la position, la vôtre et la nôtre. Oui, sur ce point, je vous ai répondu. Donc, je ne vais pas revenir et répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'intervention autre, je propose de passer au vote. Donc, le vote, c'est qui est pour un avis favorable, ou contre, ou s'abstient. Qui est pour? Qui est contre? Défavorable. Donc, abstention. Une abstention. Et 5, c'est ça, 6 contre. Je vous remercie. Le point 11 concerne... Alors, je précise, hein, c'est un point important. Sur le PDM, le plan de déplacement et de mobilité métropolitain, sur le PDH3, nous avons un avis à donner, favorable ou défavorable. Sur le plus 3, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons des remarques à faire, puisqu'aujourd'hui, le plus 3, dont vous avez un échantillon, vous avez la carte derrière moi, là, hein. Ça, c'est la V1, c'est la V1 du plus 3. Nous sommes, je rappelle, dans le plus 3, qui suit le plus 2, forcément, et qui n'a pas vécu très longtemps, pour différentes raisons, c'est technique. Donc, le plus 3, le V1, la version 1 du plus 3 est là. Il y aura une version 2, il y aura peut-être une version 3. Nous sommes là pour amender cette version 1, faire nos observations, non pas pour dire si on est favorable ou pas, mais pour dire ce qui ne va pas. Donc pour ce faire, je passe la parole à Polo. Donc si vous voulez bien, on va passer directement aux observations. À la lecture des éléments transmis par la mail, le conseil municipal émet les remarques ou observations suivantes. Concernant le projet de règlement du futur plus 3 et sa traduction cartographique, développement économique et social, création de servitude d'unicité fonctionnelle SMF, obligation de développer de l'activité économique dans tous les projets métropolitains, 10% d'artisanat, de commerce détail ou de services pour tout projet de surface plancher d'habitat d'au moins 1000 m², 5% d'industrie pour tout projet de surface plancher d'habitat d'au moins 10 000 m². Observation. Les seuils de surface de plancher d'habitat sont trop bas, notamment pour la création d'activités d'artisanat et commerce. Il faudrait relever ces seuils au risque de voir se développer le commerce, de l'artisanat, des services et de l'industrie de façon diffuse et non maîtrisée au détriment des centres-villes, sans possibilité d'exiger du stationnement. Pour se donner un ordre d'idée, au Gimont 2, le nouveau lotissement en face de Carrefour Market, il y a plus de 10 000 m² au sol, donc il y aurait 5% d'industrie, pour bien visualiser.
Densité. Comment rendre compatibles les chiffres des ERL et OAP au regard du coefficient de densité minimale de 0,3. En effet, certains objectifs chiffrés inscrits dans les OAP et ERL ne sont pas compatibles avec le nouveau CDN. Les OAP et ERL ayant été travaillés et validés entre les services de la MEL et de la commune, il paraît inenvisageable de les soumettre à ce CDN. Ça aussi, on a travaillé sur des OAP et des ERL pour réduire l'impact et la densité des différents programmes. Si on vient impliquer une densité de 0,3, on risque de devoir retravailler ces OAP pour aller plus loin, ce qui n'est pas du tout dans la nature des choses. Je me permets d'intervenir. Tous nos projets sont en deçà de 0,30. Oui. Nature en ville, secteur paysager arboré. Plusieurs propositions formulées selon le plan en annexe 12. On les a détaillées par la suite. Je vais vous faire en commentaire. Mobilité. Il est demandé de rétablir partiellement le barreau de contournement TF1 Nord. En effet, comment absorber l'accroissement de la population avec un réseau routier déjà saturé si on ne prévoit pas de contournement? Les rues de Canfin et rues de Tournai sont saturées avec plus de 10 000 véhicules jour, y compris les nombreux camions qui empruntent ces axes. Les yeux se trouvent au carrefour entre la Pévelle et les versants nord-est. Donc là, je pense qu'on est tous d'accord, on doit garder ce contournement au moins partiellement, voire prévoir un contournement et libérer ces rues de Canfin, cette rue de Canfin qui est fortement saturée. Demande de modification en cours. Demande de rétablissement de la zone UE rue de Tournai en zone A. Passer la zone AUDA à l'entrée de l'autoroute en zone UE, en lien avec le maintien du barreau de contournement partiel, dans la perspective de création d'une zone d'activité à proximité de l'autoroute. Les camions ne traverseraient pas la commune avec une desserte facilitée. On aurait une zone d'activité qui serait juste à la sortie de l'autoroute. Donc on ne ramène pas de camions sur la commune, ni dans le centre, et ça permet de créer une zone d'activité sur cette partie-là et de venir donner du poids à notre contournement. Tu as oublié le secteur de mixité sociale. Ah pardon, excusez-moi. Sur lequel il y a une anomalie. Oui, je reviens dessus. Allez, correction apportée sur carte générale des destinations des sols. Secteur mixité sociale sur Petit Bézieux. Le périmètre n'est pas bon. Je dirais que le périmètre n'est pas bon sur la carte, sur l'ensemble en fait. Ce qui devrait être sur toute la partie à urbaniser. Donc, toute zone qui est hors OAP et ERL, on ne peut pas se concerner de deux éléments. Toute zone qui est définie non agricole mais qui est urbanisée sur les yeux doit être en zone SNS. Et il y a une petite parcelle sur Grand Bézieux qui a été oubliée près de la rue de Calmette. L'intérêt en général, c'est que tout Bézieux, zone définie et urbanisée, soit en SNS. Donc pour rappel, SNS, c'est à partir de 9 logements, on crée 30% de logements sociaux, de LS. Donc, ce qui permet justement d'éviter de créer des collectifs qui viendraient amputer notre loi SRU. Concernant l'orientation d'aménagement et de programmation, l'OAP numéro 3 relative au projet Cycling Flandre, erreur à corriger dans la répartition plus PLAI, 30% de PLAI, mais non 25% au moins. Donc là, en fait, c'est toutes les OAP qui doivent être revues. Il y a une petite coquille. Toutes les OAP et ERL doivent être revues pour être en alignement avec le PLH3, où il est défini maintenant que c'est 30% minimum de PLAI sur les LS sur un programme. Donc, en application de l'article L153-33 du Code de l'urbanisme, le projet plus 3, arrêté par le Conseil métropolitain, sera soumis pour avis aux 95 communes de la MEL. À compter de la réception du document arrêté, le Conseil municipal aura 3 mois pour prononcer cet avis. Si le projet de plus 3 est arrêté par le Conseil métropolitain le 16 décembre 2022, la MEL prévoit de consulter les communes au cours du premier semestre 2023. En application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, si un conseil municipal émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui concernent directement la commune, le projet plus 3 devra faire l'objet d'un nouvel arrêt au conseil métropolitain et être arrêté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
À l'issue de la consultation des communes et des personnes publiques associées, le plus 3 arrêtés et les avis émis dans le cadre de cette consultation seront soumis à une enquête publique prévue à l'automne 2023. Au regard de ces éléments et après examen en commission environnement, urbanisme, cadre de vie du 22 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal de formuler ses remarques et observations dans les termes repris ci-dessus sur le projet de plus 3 tel que transmis dans la version de travail en date du 5/8/2022. Je vais faire une petite précision avant de laisser la parole aux intervenants. Sur ce projet, donc, il y a des nouvelles réserves des bassins de rétention et il nous apparaît qu'il manque une petite réserve sur une partie de bassin de rétention qui se trouve à cet endroit-là, donc sur la rue de Lille, donnant sur la rue de Lille, qui permet de passer en dessous de la rue de Lille. On ne voit pas apparaître sur le plan. Probablement est-ce un oubli de la part. Il y a la zone réservée, mais elle n'a pas été rajoutée sur le plan. Comme c'est la DP1, on l'a remonté. Puisque tout a été revu en commission approfondie et tout a été repensé au niveau de la rétention d'eau et le règlement des problèmes d'inondation à Bézieux qui nous tient beaucoup à cœur et sur lequel nous aboutirons. Donc, qui souhaite intervenir? Oui. D'autres personnes? Oui, donc 2 personnes. Je répondrai. Ensuite. Je voudrais juste une précision. Oui. Quand on dit 30% de LS. 30% de PLL. Le PLL dans les LS définis. Ah d'accord, 30%. C'est donc. D'accord. Donc le LLS reste identique, sauf dans cette répartition, La répartition. il y a 30% de PLL. D'accord. Monsieur Delru. Oui, sur les remarques réglementaires, 30% plus les ajustements. Mais dans la logique de notre intervention sur le PDM, il est évident que nos principales remarques sont la demande de rétablissement des réserves pour le contournement est et nord de la commune, la création du pôle d'échange du nord de la gare. Par rapport à vos remarques et à votre présentation, nous demandons le maintien de la zone UE, des parcelles à l'angle de la route tournée et de la route 6 mois. Le retour en zone A est en complète contradiction avec l'idée de développer l'activité commerciale dans Bézieux. C'est d'autant plus contradictoire que la ferme attenante est maintenant transformée en habitation. Nous ne sommes pas d'accord non plus avec ce qui se trouve dans l'annexe 12, dans les zonages NV. Ces zonages ne correspondent à rien dans la réglementation. De plus, les zones que vous voulez destiner à la végétalisation, soit le sont déjà, soit sont des dents creuses dans les secteurs urbains. Ces terrains sont destinés à être construits, puisqu'en zone U, sur le PLU. Voilà nos remarques. Je vous remercie, Monsieur Delru. Donc, je vais vous répondre. Quant au rétablissement des réserves Est et Nord, c'est-à-dire la totalité du contournement qui, au départ, qui partait dans le sens contraire de l'autoroute et puis qui revenait là et ici, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai répondu. Pour le pôle d'échange au nord de la gare, c'est une vision tout à fait, je pense, extrême et qui nécessite énormément d'investissement. Il faut être réaliste, c'est pas possible. Le maintien de la zone UE, donc le maintien de la zone UE ici à l'entrée de la commune. Effectivement, cette zone a été passée en UE. Cela ne nous apparaît pas pertinent pour des raisons évidentes de proximité avec les habitations. Cette zone UE serait une zone destinée à l'activité, donc pas dire une industrie, mais pourquoi pas, hein. Donc sur 1 hectare, 1 hectare 100, à l'entrée de la commune, donc, enfin de la commune. Tout le monde sait que Bézieux est en 2 parties, il y a quand même c'est un forme de croissant, il y a une partie côté Chéran, on rentre dans la commune par Chéran, et l'autre côté on rentre dans le Grand Bézieux par la rue de Lille. Rentrer dans la commune avec une zone d'activité à l'entrée, c'est pas pertinent. Rentrer dans la commune avec une zone d'activité à cet endroit-là, à proximité des habitations, avec tout le trafic induit, supposé de camions, de véhicules, franchement,
c'est pas pertinent. Ça, c'est notre analyse. C'est pour cela que nous avons suggéré, nous suggérons de retirer cette zone UE, donc à développement économique, et de la repasser en A, c'est-à-dire agricole, de façon à mettre un peu de en tout cas de ne pas imposer aux habitants qui habitent dans le coin une activité en face de chez eux et à proximité de chez eux, plus toute la partie donc transport et etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulevez, c'est l'annexe 12. Alors l'annexe 12, c'est-à-dire la nature en ville. Vous avez tous eu je crois qu'il y a 18 positionnements. C'est un projet, c'est une première approche qui bien évidemment sera discutée avec les services de l'AMEL et puis si ça va plus loin avec les propriétaires éventuels. En tout état de cause, c'est un inventaire qui a été fait, tout simple. Pourquoi ? Parce qu'on a à cœur de se préserver des espaces de nature dans la commune, qui existent pour la plupart. Sauf qu'il faut que vous sachiez que demain, il se pourrait que ces espaces de nature deviennent constructibles. Donc c'est à nous de nous positionner sur ces espaces de nature. Je prends un exemple que vous allez tous comprendre. Au cœur des Violettes, il y a un terrain, donc un espace vert, qui appartient à la copropriété de 5,6 hectares, 5600 mètres carrés. C'est un espace de respiration. Vous avez sur le côté des Violettes également, côté rue de la Mairie, un espace de 3 ou 4 000 mètres carrés. C'est cela que nous avons fait, d'accord ? Que nous avons regardé quels sont les espaces de nature qui potentiellement pourraient être, sur lesquels il pourrait y avoir une vision de promoteur pour urbaniser, si demain ça devenait possible. Et ça pourrait le devenir. Si on vous en parle, c'est pas pour le plaisir de se poser la question, de dire on va réserver tous ces espaces. Non, c'est parce que ça pourrait devenir une réalité. Je vous rappelle que l'AMEL, aujourd'hui, a un problème de densité. Vous voyez bien qu'il y a une tension sur la densité. Il faut passer à 0,30, il y a même des endroits où il faut passer à 0,7. Donc tout ça, c'est... Bon, pourquoi ? Parce que, sans porter de jugement, je pense qu'il est heureux qu'on arrête de taper dans les espaces agricoles, mais ça veut dire que si la population augmente, il faut bien trouver des solutions. Donc c'est pour ça que ces espaces de nature doivent être préservés. Donc je ne considère pas aujourd'hui que les 18 propositions qui ont été faites, que nous avons discutées, qui sont ce qu'elles sont définitives, elles sont à réfléchir, hein, il y en a qui sont bonnes ou moins bonnes. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous dites, Monsieur Delru. Effectivement, il y a la dernière partie, c'est la zone UE, c'est ça, c'est derrière Target Summer, c'est ça dont vous voulez parler? Non? C'est pas de celle-là dont vous avez parlé? C'est laquelle alors? Vous me passez la parole. Ah bah, je vous pose la question, c'est laquelle? Celle qui est en face du parking de l'école de Saint-Jean-Baptiste. Ah oui, oui d'accord. Donc c'est quelque chose, les propriétaires étaient déjà venus me voir, c'est dans un rue, c'est dans la continuité construite de la rue des Fontaines. Bon. Je pense que là, il n'y a pas vraiment... Bon, après, c'est recevable. Nous pensons que dans la rue des Fontaines, nous pensons que la rue Louis des Fontaines. Oui, non, mais ok, je sais bien où vous habitez. Non. C'est quand même pas logique. Et puis vous ne m'avez rien demandé, hein, je le confirme. Mais non, l'analyse que nous avons faite est la suivante. La rue Louis des Fontaines, vous avez vu comment elle est la rue Louis des Fontaines? C'est quand même vachement urbain. C'est une rue avec des 1930 de chaque côté, très dense, très dense. En face, il y a un parking. Eh ben, il nous apparaît qu'il serait pertinent, effectivement. Alors les propriétaires vont peut-être pas être contents, ça c'est possible, mais il nous paraît pertinent de se réserver un espace de nature, parce que si on ne le fait pas, Monsieur Delru, c'est pas les promoteurs qui le feront à notre place. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est l'enjeu. L'enjeu c'est demain, c'est dans 10 ans, dans 5 ans. Est-ce que nos enfants nous diront merci d'avoir préservé des espaces de nature ou dans des lotissements ou des petites zones de prairies, parce que effectivement une prairie comme ça paraît évident qu'il faut la... Je termine. Ça paraît évident que tout le monde a envie de l'urbaniser. Ben, nous on n'a pas cette approche-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vos interventions.
Et si, bon, là, de toute façon, on n'a pas de vote à donner. Enfin, on va voter quand même. On peut voter sur cet avis. Est-ce que tout le monde est d'accord sur un avis? C'est pas un avis favorable ou défavorable. C'est est-ce que tout le monde est d'accord sur les remarques que nous avons faites? C'est plus comme ça que je voudrais le présenter. Vous avez une dernière intervention? Oui, une précision. Oui. Parce que la zone qui est à côté du cimetière, et il n'y a pas de voisin. La zone à côté du cimetière. La rue de Tournai, celle que vous remettez en zone A. Ah oui, la zone UE. Là, oui. Il y a des projets commerciaux. Vous parlez d'industrie et tout ça, vous faites peur en disant, voilà, il va y avoir l'industrie, des camions et tout. Non, là, il y avait quand même des projets commerciaux. Et donc, bon, ça allait dans la logique de dynamisme commercial et de la commune. Donc, tu veux je ne vois pas l'intérêt de remettre en zone agricole, surtout que bon, le fermier qui était à côté, malheureusement, n'est plus là. Et donc, la logique serait plus à laisser ça comme c'était la destination actuelle du club. Polo? J'aimerais bien connaître les projets commerciaux qui étaient... Non, on vous le donne pas. Entre autres, en vin, qui... je ne vais pas vous donner toute la stratégie, on est placé en vin pour pouvoir faire une maison d'accueil des personnes âgées à la place d'en vin bien centré là. Et en vin était d'accord pour repartir d'abord. Bien sûr. Ouais. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Mais il y avait d'autres choses, il y en avait d'autres. Donc, vous ne pensez pas qu'à cet endroit-là, en vin avec les camions, c'était l'endroit idéal? Non, mais. Je vois, on pose la question. On pose la question. Mais non, du tout, il n'y a pas bien de camions. Vous laissez terminer les autres. Il n'y a pas bien de camions là. C'est dans l'avenue d'Augimont. À l'avenue d'Augimont, vous passez comme moi, régulièrement, il y a des camions qui sont garés. Ils bloquent la route. C'est quand même beaucoup moins pénalisant, surtout. Là, vous êtes sur la voie la plus passante de Bon, là, ça part en sucette, on va arrêter le débat. Tu as exprimé ton point de vue, vous avez exprimé votre point de vue. Luc voulait intervenir. C'était la même réflexion concernant qui travaille beaucoup dans le commerce, le grand commerce. Ça génère énormément de trafic et de poids lourd, notamment un magasin de bricolage, ou par exemple une moyenne surface alimentaire. Donc ça crée énormément de perturbations. Alors, vous permettez, monsieur Delru, s'il vous plaît. En général. Vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Delru. Coralie. Notamment qu'il y a quand même la possibilité, juste à la sortie ou l'entrée d'autoroute, il y a encore une grande zone là, qui là bénéficie vraiment de l'autoroute, de l'accès, et qui gêne beaucoup moins le centre de la commune. Donc ça n'enlève pas l'installation de commerce ou d'industrie ou ce que vous voulez. Alors, ça déplace un endroit important. Je t'ai interrompu, excuse-moi. Je dois apporter une précision et une remarque sur ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit n'est pas exact. Quand vous avez dit que c'était une zone pour du commerce, je suis désolé, monsieur Delru, mais c'est pas ça. Puisque je dois vous dire que cette zone avait intéressé à un moment donné Aldi, voire d'abord au début Lidl, vous le savez très bien. Et cela leur a été refusé. Et vous savez pourquoi? Cela leur a été refusé par la maire. Vous savez pourquoi? Non, mais ne dites pas non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une zone où seule une activité en B2B peut s'implanter. B2C, comme c'est le cas de... Alors B2C, c'est-à-dire vente aux entreprises ou vente aux particuliers. Donc, en vin, il a une double activité. Il a une activité vente aux entreprises et une activité vente aux particuliers. Ce qui lui autorisait de s'implanter là. Aldi et Lidl, ils ont été retoqués à chaque fois. Donc dire que c'est une zone à vocation commerciale n'est pas exact. C'est même faux, je suis désolé de vous le dire, c'est faux. Et je vous fais remarquer que le zonage de cette zone, vous savez là comme moi, c'est écrit UE. Chez Target, c'est écrit quoi? UE. Donc, voilà. Je ne vous dis pas que demain il y a de l'industrie. Je vous dis, on vous a dit simplement que le positionnement de cette zone n'était pas optimum, en tout cas pas satisfaisant, parce que proche des habitations, quand on peut mettre de l'activité, quelle qu'elle soit, en dehors de la commune, mais à un endroit favorable d'un point de vue de la distribution et des accès, il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour.
je propose que nous passions au vote quant aux remarques que nous avons faites, qui seront consignées dans le... Donc il y a deux choses. Il y a le SMS sur l'ensemble de la commune, il n'y a pas de zone à part. Le PLAI passe à 30%, ça c'est comme ça, je veux dire, on n'a pas trop le choix. Et le bassin de rétention qui n'apparaît pas, plus le fait que la nature en ville, c'est une proposition que on y croit, c'est une proposition, mais après ça va se discuter. Donc qui est pour l'ensemble de ces remarques? Vous parlez pas de l'ensemble, alors on ne peut pas voter l'ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 6 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant concerne la politique de la ville, l'habitat, le logement. Nous avons à donner un avis sur le PLH3, programme local de l'habitat, qui vous a été fourni en annexe 13. Bon, pareil que pour le précédent, vous avez pris connaissance de la note de synthèse, et je vous propose de passer directement à l'avis, ou aux avis. Donc, nous avons fait une analyse, plus de la page par page, des choses qui ne nous paraissent pas satisfaisantes. Donc, je vais vous lire les remarques que nous souhaitons formuler. La page 7, le PLH 3 concernant Bézieux parle de centralité de Bézieux. Bézieux est pourtant situé à l'extrême est de la métropole et du territoire est. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Parler de centraliser en ce qui concerne Bézieux revient donc à mettre plus de véhicules sur la route pour accéder aux centres urbains du territoire est, comme Villeneuve-d'Ascq, Mont-Saint-Barreul, ou encore les principaux centres urbains de la métropole, comme Lille, Roubaix, Tourcoing. Vouloir une centralité pour Bézieux ne peut se faire sans aménagement routier, contournement, on en a parlé, on le demande, sans aménagement des transports en commun, on rejoint d'ailleurs l'opposition là-dessus, et autres moyens de déplacement alternatifs, microstop ou autre. À la page 11, il est fait état de 48% de logements sociaux à Villeneuve-d'Ascq, 36% à Mont-Saint-Barreul et seulement 12,2% à Bézieux. Si tant est que cet inventaire ait été fait sur des chiffres au 1er janvier 2021 qui sont exacts. Je tiens quand même à souligner qu'à l'échelle du territoire Est, selon les arguments développés à la page 11, le taux de logement du territoire se situe pratiquement à plus de 35%, pour une obligation à 25%, soit très largement au-delà du taux exigé de 25%. Le territoire Est serait donc le plus vertueux en la matière au-delà du territoire roubaisien, Roubaix-Tourcoing, qui est de l'ordre de, je n'ai pas le chiffre là, je ne l'ai pas mis, mais je pense que c'est de l'ordre de 28 ou 30%. Donc le territoire Est est le territoire le plus vertueux. Bon, tant mieux. Dire que la ville de Bézieux est très en retard est quand même inexact, même si l'inventaire a été fait, le relevé a été fait le 1er janvier 2021, c'est bien ça, hein. Il convient de comptabiliser les efforts considérables consentis par la commune, qui a vu le nombre de logements augmenter de 430 unités en 2 ans, plus 22%, et qui avait vu sa population augmenter de près de 25%, toujours en 2 ans, entre 2020 et 2022. Que vous savez comme moi que les premières livraisons des logements de la Sens ont commencé fin 2019, que les livraisons des logements des allées du manoir se sont déroulées entre fin 2020 et 2021 et se sont terminées il n'y a pas très longtemps, et que malheureusement pour nous, mais c'est un drame, le lotissement de la Malterie n'en finit pas. Page 13, Bézieux, ville attractive. Faire supporter à Bézieux l'essentiel des efforts en matière de logement, notamment sociaux, reviendrait à déplacer des populations sur un territoire non doté d'équipements suffisants et nécessaires à leurs besoins, notamment en termes de transport en commun, et ce, au détriment de la non-artificialisation des sols et des engagements du plan de mobilité, notamment en matière de réduction de l'usage de la voiture individuelle. Nous considérons que cet objectif de faire supporter à la commune l'essentiel des efforts en matière de logement est susceptible de générer une forme de déséquilibre au niveau du territoire, lequel de plus s'avère être le territoire le plus largement excédentaire en matière de logements sociaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À la page 31, il y a une carte des secteurs à enjeu.
vous avez dû en prendre connaissance, que nous ne comprenons pas. Alors depuis, on a eu quelques explications, enfin c'est un peu fumeux. Sur cette carte, l'identification des zones paraît erronée, compte tenu du fait que seule une petite partie de la zone est urbanisée et que toute la carte, vous avez une couleur en saumon, en fait la carte qui précise qu'il y a des tensions sur le secteur privé à Bézieux, en fait c'est cette partie-ci qui est mise en jaune et cette partie-ci qui est mise en saumon, donc tension forte, tension, et là en rouge, tension très forte. Bon. C'est incompréhensible. Bézieux, ça se passe là, ça se passe pas dans la plaine et ça se passe pas ici non plus. Donc nous n'avons pas compris cette carte sur laquelle on n'a pas d'explication et dont on demande de la revoir parce que sur cette carte, l'identification des zones paraît erronée compte tenu du fait seule une petite partie de la zone est urbanisée, le reste étant un secteur de plaine agricole sanctuarisé. Je vous rappelle que nous sommes dans la plaine de Bouvines qui est sanctuarisée. Et même si à l'époque, la seule commune qui a fait un recours contre ce classement de la plaine, la commune de Bézieux la seule à avoir fait un recours, la quasi-totalité des communes concernées ont tous voté pour. Ainsi, la présentation des secteurs à enjeu du parc privé et à enjeu très élevé du parc privé semble incohérente, ou en tout cas difficile à comprendre. Enfin, page 51, le PLH3 décliné à Bézieux. Les efforts consentis par la commune depuis ces dernières années, plus 430 logements entre 2020 et 2022, les difficultés considérables rencontrées pour finaliser les chantiers en cours, comme le chantier du Logia, du lotissement de la Malterie, dont le permis de construire a été signé, sauf erreur, en 2014, et qui aujourd'hui n'est toujours pas terminé, et ne le sera pas avant 2023, on a eu une confirmation, Polo, et encore, si tout va bien, pose d'énormes problèmes et rendent la vie des résidents excessivement difficile. Tous ces paramètres incitent la municipalité à faire une pause dans les constructions pour absorber la croissance démographique exponentielle vécue ces dernières années, doubler des difficultés d'aménagement du fait de la gestion parfois approximative de certains aménageurs ou bailleurs sociaux. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis défavorable sur le projet de PLH3, de donner le temps à la commune d'absorber le choc démographique en cours en étalant dans le temps la réalisation du PLH3 en collaboration avec les services de la MEL, de transmettre à la MEL les observations et les demandes de modification listées ci-dessus. Qui souhaite intervenir? Personne d'autre que M. Delru? Nous vous écoutons. Alors, quand on connaît l'histoire de l'habitat locatif social à Bézieux, on se rend compte que l'application de la loi SRU dans notre commune méritait une adaptation et justifiait une analyse sur un périmètre élargi. On pourrait développer beaucoup d'arguments démontrant ce fait, mais ça n'est pas l'objet de cette délibération, surtout que toutes les instances approchées du ministre du Logement compris admettaient cela. Mais la réponse a toujours été la même. La loi est dure, mais c'est la loi. Dur Alex, c'est de l'ex. C'est ce qu'il a fallu gérer à partir de 2001 et que vous devez continuer à gérer maintenant. Dans ce contexte, il est nécessaire de bien afficher la réalité de la situation. Au 1er janvier 2022, il manquait 229 LLS, de logements locatifs sociaux. Sur les projets 2022-2028, 225 LLS devraient être livrés. Si le programme est réalisé en 2028, nous serons toujours pénalisés, car il manquera encore entre 90 au minimum et sûrement une centaine de LLS suivant le nombre de constructions individuelles dans cette période. Il aurait été intéressant d'afficher ce chiffre pour éviter de croire que 2028, tout était réglé. Donc même si le taux approchera les 20%, en valeur absolue, ce n'est que la moitié du chemin qui sera fait en 2028, alors que la loi demandait une mise en conformité en 2025. Par ailleurs, certains chiffres du tableau du projet sont à
bien expliquées et sont même inexactes. Par exemple, dans le programme de la Malterie, il est affiché 74 logements, dont 64 ALS, soit 89% de logements sociaux. En réalité, la totalité du programme est de 140 logements, dont 64 logements sociaux, soit 46% de LLS. Il est inexact que 66 logements en accession aient été livrés au 1er janvier 2022. Autre exemple d'incohérence, dans la délibération 10, vous écrivez qu'un programme de 40 logements, tous locatifs sociaux, sera réalisé en 2026 dans le secteur de la gare. Or, ce programme n'apparaît pas dans votre tableau des projets. Ce qui est difficile à comprendre également, c'est que vous donnez un avis défavorable sur le PLH alors que c'est vous qui établissez ce programme. Devant toutes ces incohérences, voire insincérité, nous émettons un avis défavorable sur le PLH 3 à Béziers. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à M. Delruy ou pas? Je vais revenir parce qu'on, si vous permettez sur la partie Malterie, on a déjà discuté. Je vous redonne les chiffres qui sont, en tout cas, ce qui est inscrit au niveau du permis de construire. Accession 58, la Malterie, sociaux 74, total projet 132, pourcentage LLS 56%. Alors j'ai le document là, je peux vous le. C'est pas bon ça. Bah, c'est pas bon, mais c'est ce qui est en place. D'autant plus qu'il faut intégrer dans le lotissement les 8 logements qui sont faits à côté, dans tout le secteur. Les logements. Oui. Vous parlez en façade ou à l'arrière? En façade. En façade, il fait pas partie du projet. C'est un projet. On parle du projet Malterie, le projet en façade et l'eau libre a été créé après la Malterie. Bon, donc c'était 164, je crois. 132, l'eau libre inclus, les lots libres qui sont au fond. 164. Et 64 de LLS. Bon. Ici, on va devoir reprendre les chiffres. On va les compter les maisons. Donc il n'y a pas de souci, on peut refaire le tour du permis de construire ensemble, mais c'est ce qu'il y a là actuellement. Bon, donc on retient 58% de sociaux sur la Malterie. Mais pas 86. J'ai dit 77 tout à l'heure. 64. Donc il n'y a pas de souci, on peut refaire le tour du permis de construire ensemble, mais c'est ce qu'il y a là actuellement. Bon, donc on retient 58% de sociaux sur la Malterie. Mais pas 86. J'ai dit 77 tout à l'heure. 74, pardon. Ouais, mais dans le tableau, il est marqué 86. Bon, là, on fait un débat d'experts. Je pense que, bon, de toute façon, je pense qu'on sait compter, vous aussi, mais bon, il y a peut-être une erreur quelque part. L'important, c'est de savoir que la problématique du PLH 3 pour nous, c'est le timing, d'une part, et les évolutions qu'on a pu donner dans le temps sur ce dossier. C'est-à-dire que le SMS que nous avons voté sur l'ensemble de la commune urbanisée change la donne par rapport au projet qu'on a pu développer. Je pense. Nous le pensons très fort. Donc il y a une évolution dans le projet et il serait difficile de figer dans le marbre les approches qu'on a pu avoir il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, compte tenu de l'évolution de ces projets. Donc c'est pour ça que je propose au conseil municipal de poser un avis défavorable sur le PLH 3 par rapport au timing qui nous est imposé, qui est, à mes yeux, absolument pas tenable. Vous avez dit, M. Delruy, que ça devait se terminer en 2026, 24, 25.
Entre-temps, il y a eu la loi 3DS qui est passée et qui donne un délai qui est supérieur, mais même en 6 ans, ça paraît excessivement compliqué. Et ça ne fera qu'aggraver cette espèce de choc démographique que l'on vit actuellement et qui va continuer à s'amplifier si on n'est pas plus attentif à ce paramètre-là. Donc je propose de voter donc alors un avis défavorable. Qui est pour un avis défavorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je passe la parole à... Alors, le point numéro... Ouais, je pourrais les faire. Attends. Une petite remarque, les 40 logements de la gare qui sont présentés ne sont pas dans le tableau. On va rajouter, effectivement, il y a les 40 logements de... Alors, vous promettre que ça va sortir avant 2026. Je ne suis pas demain, mais en tout cas, ça fait partie des projets. C'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué après dans le. Non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est bon, je peux pas vous assurer que la dernière pierre va être posée avant fin 2026. Et c'est dans la cohérence de la présentation. Donc on va passer au point numéro 13 de l'ordre du jour, intercommunalité, appel à manifestation d'intérêt, dynamisation des centres-villes et centres-bourgs de la métropole lilloise, qui vous ont été remis en annexe 14 et 15, et je passe la parole à Karl. Oui, donc concernant cet appel à manifestation d'intérêt, l'objectif est de dynamiser les centres-villes et les centres-bourgs de la métropole lilloise. Donc si on place le contexte, avec l'impact de la crise sanitaire, en fait, ça a influencé la MEL à augmenter sa participation pour renforcer son intervention près des communes et participer à la consolidation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc il y a plusieurs objectifs dans cet appel à manifestation d'intérêt. C'est d'abord de favoriser le développement économique et commercial par l'accompagnement des entreprises qui sont situées dans le périmètre de la centralité. Alors, petit aparté, c'est-à-dire qu'il faut, dans le dossier de candidature, définir la centralité. Bon, on connaît un peu le côté un peu atypique de la commune de Bézieux, et donc quelque part, ce que l'on va proposer dans le dossier de candidature, c'est un périmètre, le périmètre de la commune dans son ensemble. Le deuxième objectif, c'est de développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions, les échanges de flux, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de croissance économique et commerciale sans prendre en compte effectivement les flux qui vont avec. Troisième objectif, c'est de mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public, et de renforcer l'attractivité, notamment commerciale, sur ce sujet. Et le quatrième objectif, ça va être de promouvoir une diversité, une densité d'usage, en intégrant le commerce non sédentaire et le commerce de proximité que l'on a sur la commune. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt arrive au moment où la municipalité a la volonté de dynamiser le tissu économique local et d'accompagner les projets de développement de commerce de proximité, de soutenir les partenaires locaux. Donc, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de candidature pour cet appel à manifestation d'intérêt métropolitain, de s'engager, comme le demande le règlement, dans le respect du règlement de fonctionnement de la charte métropolitaine, notamment de mettre en place, après notification par la MEL, si notre candidature devait être retenue, un comité de projet qui serait constitué de commerçants et d'élus, et d'autoriser dans ce cadre, Monsieur le maire, à signer les documents permettant la mise en œuvre de ce dispositif. Alors, cet appel à manifestation d'intérêt, quand on parle également du comité de projet constitué de commerçants, c'est un des objectifs propres, c'est effectivement de faire participer pleinement les commerçants au travers donc d'une union des commerçants qui est en cours aujourd'hui de négociation et de construction avec les commerçants locaux de Bézieux, et donc de leur apporter aussi et d'apporter à la commune des outils qui permettraient justement cette dynamisation et ce développement économique.
Merci Karl. Qui souhaite intervenir sur cette délibération? Monsieur Devoilly. C'est juste une petite remarque, c'est la demande que si le projet passe, un élu de l'opposition puisse faire partie du comité. C'est entendu. Ça me parle, bien sûr. C'est accepté. Donc pour... Pardon. Oui. Oui, pour l'étude, ok. Dans la lecture de présentation, il semblait avoir un prérequis qui était de dire on fera 40 logements locatifs sociaux. Il y avait écrit ça dans le texte, sur la gare. Nous, on n'est pas pour ça. Autant on est pour l'étude, ok, mais si on part dès le début avec ce prérequis, nous, ça ne va pas, ça. Donc, le postulat dans le dossier de candidature, effectivement, est de montrer les différents projets et parce que l'objectif est aussi de pouvoir argumenter sur le fait que, du fait du côté atypique de Bézieux, on n'est pas un point névralgique au niveau du commerce, mais qu'on va prendre le périmètre complet. Donc le périmètre qui va se situer au niveau de Grand Bézieux, mais également le périmètre au niveau de la gare, on pense aux commerces qui sont sur la rue de la mairie, et avec le projet, effectivement, un des projets et une volonté de dynamiser le secteur gare, de pouvoir intégrer dans le périmètre le côté Petit Bézieux. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est parlé des logements sociaux, des habitats qui sont en projet dans le dossier de candidature, mais également donc de l'attractivité qu'il va y avoir derrière et du potentiel aussi de développement économique de par l'accroissement de la population. Oui, Polo, vous souhaitez intervenir? Sur la gare, je tiens à préciser quand même qu'il y a de l'activité, des commerces qui sont prévus sur la gare et qui ont été augmentés d'ailleurs suite au nouveau projet qui est en cours de planification. Oui, ça intègre. Je ne sais pas si je peux répondre. Oui. Merci. On est d'accord, ça intègre l'étude commerciale et tout ça. Mais vous partez déjà sur quelque chose d'acté, et puis on va analyser autour ce qu'on peut dynamiser par le commerce. Et nous, ces 40 logements, vous savez qu'on n'est pas pour, on est contre. Ces 40 CDS groupés là. Donc, on est dans une position où autant pour l'étude on est favorable, autant pour ce point-là, qui est intégré, qui est écrit dans la présentation, nous, on n'est pas pour. Alors, on va devoir voter, là. Pas trop bien, mais encore une fois, je vous laisse regarder le plan qui est fourni, 40 LLS, on a bien plus regroupé à un seul endroit sur la batterie. On a déjà fait le débat, c'est pas la peine de revenir dessus. Pas sur la batterie, c'est sur la gare. Oui, je sais, On n'a pas c'est parlé. le parallèle entre la gare et la batterie, on a déjà fait le débat. On a 67 qui sont regroupés au même endroit, donc 40 LLS. À la gare, ça ne pose pas de problème, moi personnellement. D'accord, vous pouvez être convaincu. On a déjà fait le débat. Mais sur la partie commerce, on a monté la partie commerce, donc effectivement, ça rentre. Je ne vois pas où est la problématique. Oui. Coralie souhaite intervenir? Dans le dossier, si on parle bien de la page 5, c'est marqué 40 logements. Donc il n'y a pas la notion de LLS ou pas, et il me semble que le projet initial c'était 55. Donc là, il y a un projet avec 40. Je ne vois pas en quoi ça pose un problème du dossier de la LI. Il faut noter, la phrase c'est il faut noter qu'un projet de 40 logements se construit pour 2026 sur le secteur gare, page 5. D'accord. Donc c'est pas des LLS. C'est pas ce qui est écrit sur le dossier en tout cas. Oui, le premier pas sur les LLS. C'est vrai. Vous voulez répondre par rapport à un dossier sur le dossier, c'est marqué, il faut noter qu'un projet de 40 logements se construit pour 2026 sur le secteur gare. On a bien noté que c'était pas des LLS. Non, c'est pas ça. Non, monsieur, Bah oui, il n'est pas écrit. Monsieur Delru. Justement, il n'est pas écrit. Donc c'est pas des LLS. Il est parlé, on parle de 40 logements. Point. Point. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Ah, ça va, c'est une chose. Point.
Moi, juste pour, oui, vas-y, Karl. Pour ce sujet-là, ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de la candidature, que ce soit des logements sociaux, des logements non sociaux, peu importe, puisqu'on est, on est aujourd'hui à réfléchir sur effectivement une densité de la population, sur une occupation, sur du commerce aussi qui va se développer là. Et on se dit que, et notamment dans le cadre, parce qu'il faut voir le contexte, pourquoi ça a été expliqué dans ce dossier, c'est de défendre la visu de dire que le périmètre de cet appel à manifestation d'intérêt doit être sur l'ensemble de la commune. C'est de se dire aussi qu'il y a des commerces qui sont rue de la mairie et qu'il ne faut pas les oublier dans demain cet appel à manifestation d'intérêt avec des actions qu'on pourrait mettre en place dans le cadre des comités de projet et que du coup cette rue de la mairie ne serait pas intégrée dedans. Donc l'argument aussi pour intégrer tout ça, c'est de parler des projets qui sont en cours à venir, pour dire ce secteur-là n'est pas oublié aujourd'hui dans Bézieux. Il n'y a pas que la rue de Tournai qui est commerçante, il y a également les autres rues qui sont présentes. Notre objectif est de rééquilibrer, en fait. C'est ça l'objectif premier. Ensuite, je voudrais dire que, bon, effectivement, je rejoins ce que disait Polo, il y a 67 LLS groupés sur la Malterie. Là, si tant est qu'il y en ait 40, nous, ce qu'on ne veut pas, je vais plutôt vous dire ce qu'on ne veut pas, c'est faire ce qui a été fait. Bon, c'est-à-dire que c'est la course à l'échalote. On fait un lotissement de 150 logements et on met 30 LLS ou 40 LLS ou 50 LLS. Eh bien, il faut en faire 150 en tout pour arriver aux 30%. Et c'est ce qui fait qu'on s'étale. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe de s'étaler. Vous le savez très bien. On doit gérer ce qui existe et ce qui subsiste. Eh bien, on répond à cette obligation. On n'a pas d'autre solution. Oui, Polo ? Je voudrais juste vous préciser, pour ce sujet-là, on est hors sujet. On parle de 40 logements. On est hors sujet. Je vois pas pourquoi on vient dire que c'est du LLS. Il n'y a pas d'intérêt. Sur ce sujet-là, le sujet LLS ne doit pas faire partie du débat. C'est 40 logements et on travaille sur la partie commerce. Non, mais c'est un intérêt politicien, c'est tout. Bien, donc moi je propose de voter cette délibération numéro 13. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération 14, finances locales, décision modificative numéro 1, qui vous a été remis en annexe 16. Je passe la parole à Karl. Donc le but c'est de vous présenter cette décision modificative par rapport donc au budget voté au mois d'avril. Donc première décision modificative pour l'exercice 2022. Donc au niveau donc deux parts, sur la section investissement et sur la section de fonctionnement. Donc je propose de commencer par la section d'investissement. Donc cette DM concerne un montant de 36 025 €. Sur la dépense investissement, qu'est-ce qu'il y a à noter, on va dire, d'essentiel par rapport aux bâtiments et installations? Donc 26 000 € de subvention logement. Donc il est prévu une subvention logement notamment pour limiter nos pénalités futures dans le cadre de la loi SRU. Donc il y a une subvention de 52 000 € sur 2 ans, donc 26 000 € pour cette année. Concernant les concessions et droits similaires, 1 100 €, c'est un logiciel d'affichage pour lequel nous avons acquis les licences et qui est une obligation légale dans le cadre de la dématérialisation des informations qui étaient auparavant sous format papier et affichées sur le tableau à l'entrée de la mairie, intérieure comme extérieure. Au niveau du cimetière, on a moins 5 000 € qui correspond à des reprises de concessions. Concernant l'hôtel de ville, on a 800 € qui concernent un devis plus élevé que prévu pour la terrasse. Et pour les autres bâtiments publics, 1 500 € qui concernent le raccordement en réseau d'eau de l'espace Suzanne Régnier. Au niveau des installations générales, agencement et aménagement, 400 € qui concernent des panneaux à l'école Suzanne Régnier. On a 1 700 € de réseau câblé concernant le raccordement en fibre de la mairie et qui intègre donc
Le projet, on va voir un peu plus tard, concernant le système d'information de la mairie qui a été revu et qui est toujours en cours et qui est revu complètement. 1400 € de réseau d'électrification concernant le raccordement du marché de plein air, pour lequel il y a un sous-compteur qui a dû être installé. Moins 1500 € sur les autres réseaux qui concernent un devis moins élevé que prévu concernant l'éclairage de rue du foot. Concernant les autres matériels et outils d'incendie et de défense civile, on a 9900 € de système anti-incendie PEV, suite, on va dire, à un incident, si je peux l'appeler comme ça, survenu à la rentrée. Donc, autres installations matérielles et outillages techniques, on va avoir 12 500 € de sous-station cantine PEV. Ça, si ma mémoire m'abuse, c'était pour l'eau chaude. C'était un ballon d'eau chaude, hein, je crois, c'est ça. Eh oui. 2500 € concernant l'armoire froide, aussi, salle Leroy. Et moins 3500 € par contre, donc au niveau des matériels techniques, puisqu'il faut équilibrer, et donc ce matériel technique sera reporté en 2023. Il a fallu donc faire face là à l'urgence. Concernant le matériel de bureau et matériel informatique, donc un gros investissement qui a été fait par la commune de 40 000 €. Concernant le système d'information, donc il y avait eu une première phase qui avait été budgétée sur les postes informatiques, et puis il a fallu continuer l'étude et aller plus loin, et donc notamment en termes de fibres, de réseaux câblés, de téléphonie, une étude aussi sur le serveur et sur l'externalisation des données, sur la mobilité. Donc tout ça avait été dans le rapport d'orientation budgétaire. La difficulté à l'époque, on avait fait l'orientation budgétaire, était de savoir ce qu'allait être en investissement, de ce qu'allait être en fonctionnement, puisque en fonction des choix qui allaient être opérés, les comptabilisations dans ces sections auraient été différentes. Concernant le mobilier, donc 1150 € concernant le garde-fou de la Seine Villeray, 2300 € pour des bancs à l'espace Suzanne Régnier et 450 € de cendrier dans le cadre d'espace sans tabac. Ensuite, pour les autres immobilisations corporelles, on a retiré donc la réparation de l'horloge de l'église pour 5350 €. Et donc on a équilibré notamment, et on va voir par rapport à la partie recette, la partie opération, donc immobilisation en cours, avec des baisses de subventions, déplacement de certaines dépenses sur des imputations définitives, donc immobilisation en cours en immobilisation corporelle, et également d'équilibrage pour la décision modificative. Alors tout ça me donne une transition pour passer sur la partie recette d'investissement, où on va avoir 5600, attendez, je ne suis pas sur la première ligne, pardon, où on va avoir 34 900 € sur une subvention d'aire de jeu que la commune a touché dans le cadre des aires de jeu mis en place. Moins 13 000 € concernant les baisses de subventions pour l'espace Suzanne Régnier. En petite précision concernant cette baisse de subvention. Rien d'anormal puisque on est sur la partie, sur l'assiette qui, au départ, quand on fait la demande, est théorique, et puis ensuite, en fonction des DGD et des travaux, des dépenses qui ont été moins onéreuses que prévues et qui donc baissent la subvention. Et également, deuxième effet, c'est le fait que des subventions peuvent pas être, pour un même type, peut pas être financée deux fois par un même service public. Donc, comme on a reçu aussi des subventions au niveau de la MEL, au niveau du département, au niveau de la CAF, etc., ce qui fait qu'il y a eu un réajustement par rapport aux subventions de l'espace Suzanne Régnier. 5 600 € par contre de subvention là qui est rattachée à une redevance R2 qui est une somme donc reversée par la MEL sur la dépense N-2 par rapport à l'installation de nouvel éclairage public. Donc là les 5 600 € correspondent en fait à la subvention de l'éclairage de la rue de la Malterie.
6 300 € concernant les constructions en immobilisation en cours. Donc là, c'est suite au dossier DGD qui sont en notre faveur et qui ont aussi du coup contribué à la baisse de subventions. Et ensuite, on a concernant les amortissements, donc tout ce qui va être les comptes 28, donc il y en a pour 600, 500, 1125, ça fait, si je ne m'abuse, si je sais bien compter, 1925 €, qui va correspondre à des périodes d'amortissement. Donc on a choisi d'amortir l'ensemble de ces nouvelles structures sur 40 ans, qui est le délai maximum, qui permet d'éviter d'alourdir la section de fonctionnement, et qui paraît pas incohérent au vu des infrastructures qui ont été réalisées. Donc voilà pour la partie investissement. Alors je propose qu'on regroupe toutes les questions ou remarques sur l'ensemble, et ce qui nous permet du coup de passer en explication sur la partie fonctionnement. Donc concernant la partie au niveau dépenses de fonctionnement, sur toute la partie eau et assainissement, donc 2500 € en plus qui concerne en fait les factures d'eau pour l'école Paul-Émile Victor. Moins 11 000 € pour énergie et électricité. Alors on a bien perçu effectivement, on a bien constaté une hausse du gaz comme prévu, mais pas en électricité. Alors la raison c'est qu'effectivement aujourd'hui on a des contrats qui nous protègent. Tout au moins sur 2022, ces contrats arrivent à échéance en 2023, donc la question se posera. Mais au moins on a eu un petit sursis sur 2022 par rapport à ces augmentations d'énergie. Au niveau de l'alimentation, donc 5 250 € qui est principalement des dépenses de pain pour les écoles et les centres de loisirs. 3 350 € pour les autres fournitures non stockées, donc ça concerne toutes les petites fournitures pour les services techniques. Fournitures d'entretien, 5 000 € également. Petit équipement, donc 2500 €, on va avoir notamment tout ce qui va être vaisselle, outils. Fourniture de voirie, moins 14 000 €. Alors on va voir aussi, je mets en parallèle avec 2 lignes plus bas, 3 lignes plus bas, pardon. Concernant le matériel roulant avec le tracteur, en fait, on a eu une mauvaise surprise avec le tracteur qui est tombé en rade. Et donc, de toute façon, sans tracteur, pas possibilité de mettre en place les cailloux. Donc là aussi, on a dû arbitrer et prioriser les choses. Donc, on a fait réparer le tracteur. Et par contre, la dépense des cailloux sera reportée sur l'année prochaine. Concernant les contrats de prestation de services, donc moins 3 000 € qui correspondent à une négociation de contrat à la baisse. 15 000 €, alors ça qui est assez excessif et qui pose question, notamment sur des réparations sur bâtiments et surtout sur l'école Paul-Émile Victor. Donc on a également les dépenses qui ont été liées à la tempête et qu'on va retrouver de toute façon aussi en produit exceptionnel tout à l'heure au niveau des recettes concernant les remboursements, mais il y a quand même une bonne partie concernant les réparations sur l'école PEP. Donc là, une petite réflexion qui saura, je pense, se mener. Concernant la maintenance, 5 800 €, donc principalement liés à l'informatique, puisque forcément, comme on a remis au bout du jour le système d'information, il va y avoir les contrats de maintenance qui vont avec pour s'assurer d'un maintien opérationnel satisfaisant pour l'ensemble des agents. L'assurance gendarmerie au niveau du multirisque. Études et recherches, donc là il y avait une enveloppe de 10 000 € qui était prévue, notamment sur tout ce qui était arbre, de mémoire je pense, et que donc en arbitrage on a sur la gestion différenciée. Et donc par arbitrage on reporte cette étude. Sur le personnel extérieur, donc là on a 4 200 € en plus par rapport à Antonin qui était un stagiaire, mais on va voir qu'on a une partie recette également, donc il y a un ajustement par rapport au contrat d'Antonin. Des honoraires d'avocat pour la gendarmerie. Fêtes et cérémonies, donc moins 4 200 €, donc ça sont des économies pures et simples, c'est-à-dire des dépenses qui n'ont pas eu lieu malgré quand même les événements qui, eux, se sont produits. On va parler d'économies autour des événements autour de la braderie, autour du 14 juillet, autour de la fête de la musique. Donc
voilà, on a dépensé moins que prévu, mais on a quand même réalisé ces points. 900 € concernant l'état civil, les registres d'état civil, les frais d'affranchissement. Donc là, on va passer par un prestataire plutôt que de mettre des timbres et d'aller porter à la poste. On va passer par un prestataire, déposer donc les documents encore sous format numérique sur une plateforme, et ce prestataire donc s'occupera d'éditer, d'imprimer et de faire envoyer donc ces courriers. Frais de télécommunication, donc on a le marché Clive IT pour 3350 € et également 7300 sur une autre imputation, donc ça nous fait 10 650 € qui correspondent donc aux dépenses de fonctionnement liées donc au système d'information. 1500 € de subventions de badminton qui avaient été oubliées lors du vote des subventions aux associations, et les dotations amortissement des immobilisations corporelles, 2225. Donc c'est le montant qu'on retrouvait tout à l'heure en recette d'investissement, et donc la discussion faite autour des délais d'amortissement. Sur la partie recettes de fonctionnement, on va avoir donc une rémunération sur remboursement du personnel, donc 16 425 €. Donc ce sont des retards de remboursement qui ont été perçus. 5 500 € aussi sur le remboursement de charges de sécurité sociale et prévoyance liées aux primes inflation. Moins 3 000 € de baisse de recettes dans la concession dans les cimetières. À des yeux, il fait bon vivre, et donc les gens n'ont pas envie de mourir, ils ont bien raison. Une attribution de compensation de 1 700 € donc par rapport au budget prévu. Donc là, on va arriver sur l'AC, la dotation de solidarité communautaire aussi. Donc ça, c'est par rapport à des montants qui nous ont été notifiés. On a ajusté par rapport au budget initial, dotation de solidarité rurale également. Emploi jeune, on parlait d'Antonin tout à l'heure sur la partie dépenses. On a là la partie recette 3350, donc qui correspond à une régularisation des charges payées par la commune pour Antonin. Et au niveau des produits exceptionnels, on a notamment tout le remboursement de l'assurance tempête. On parlait des préjudices sur l'école Paul Victor. Là, on a c'est la partie recette sur le remboursement des assurances. Voilà, j'en ai fini pour le détail de cette décision modificative qui est, je le concède, assez conséquente. Qui souhaite intervenir sur cette Monsieur Dewailly? Une remarque de fond et une remarque de forme. La remarque de fond, n'ayant pas voté le budget, on va s'abstenir. La remarque de forme, quand on écrit vu l'avis de la commission finance, en commission finance, on n'a pas demandé mon avis. Il y a une présentation, en fait. Vu la présentation en commission finance. C'est juste. C'est juste. Tu réponds? Oui. Oui, non, c'est juste. Je suis d'accord avec. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette délibération. Bon, s'il n'y a personne d'autre qui veut intervenir, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Enfin, qui est contre? Pardon, qui s'abstient? Donc 6, et qui est contre? Donc adopté. On a 6 abstentions. Je vous remercie. La délibération numéro 15, adoption du référentiel M57 de la nomenclature comptable qui vous a été remis en annexe 17. Karl, nous t'écoutons. Donc concernant la nomenclature M57, donc là on va être dans du purement légal. Alors j'ai essayé, vous avez la note de synthèse, j'ai essayé quand même de résumer très brièvement cette nomenclature. Donc la M57, c'est d'un point de vue légal, de toute façon, la nomenclature M14 est remplacée par la M57, qui devient le nouveau référentiel budgétaire et comptable, et dont le but est d'unifier les principes budgétaires et comptables pour l'ensemble des collectivités. Donc elle remplace la nomenclature M14, qui est aujourd'hui encore en vigueur et qui s'impose donc à nous. Les impacts sont à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que concernant tout d'abord au niveau gestion, la gestion pluriannuelle et la fongibilité des crédits, donc
Il y a une présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif, donc avec la nomenclature M57. Il y a une autorisation de faire des virements de crédit chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, et une possibilité, encore une fois c'est une possibilité, pas une obligation, de voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Ça, c'est au niveau gestion. Au niveau comptable, eh bien, on va se caler au niveau des immobilisations avec ce qui se fait dans le privé, c'est-à-dire que les immobilisations et les amortissements, on va prendre la date de mise en place et non plus l'annuité. Et donc, vient s'intégrer la règle de prorata temporis pour le calcul des amortissements, notamment sur la première année. Il y a deuxième obligation comptable qui va être de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré, une dépréciation dès la perte de valeur d'un actif. On a la suppression de la notion de charge et de produits exceptionnels, et on a également avec la M57 un suivi individualisé des subventions d'investissement versées. Autre petit point, au niveau de la M57, c'est un prérequis sur le compte financier unique qui viendra donc remplacer à terme le compte de gestion et le compte administratif, qui étaient donc deux documents distincts, un produit donc par les services de la mairie, l'autre par le trésorier. À terme, il y aura donc un compte financier qui sera unique. Voilà. Merci Karl. Est-ce que donc, il est proposé au conseil municipal d'exercer le droit d'option pour l'adoption du référentiel M57 à partir du 1er janvier 2023. Ça sera la délibération. Qui souhaite intervenir? Monsieur Devoilly. Non, c'est plus une question pour Karl. Techniquement, ça signifie qu'on n'aurait plus de point 14. Pour une rubrique, tu as le droit de le dépasser. Alors, à valider avec le trésorier sur ces points-là. Il y a la possibilité, alors sauf si on dépasse effectivement les 7,5% des dépenses, où là, effectivement, il faudra délibérer. Encore une fois, sous réserve, parce que là, après, derrière, c'est un projet qui va se mettre en place, notamment avec Laurent et le trésorier, mais effectivement, on aurait cette souplesse qui permettrait de basculer de chapitre à chapitre, dans une certaine limite, les dépenses. Ça répond à votre question. Y a-t-il une autre intervention souhaitée? Non. Donc nous passons au vote il est proposé au conseil municipal d'exercer le droit d'option pour l'adoption du référentiel M57 à partir du 1er janvier 2023. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 16 de l'ordre du jour concerne toujours les finances locales, la fixation de la durée d'amortissement du compte 20 422. Je passe la parole à Karl. Oui, donc j'en ai parlé lors de l'ADM. Alors, si tu me vois avec mon truc là, pas le faire. Voilà. Donc en fait, au niveau donc, de la durée d'amortissement, ce que l'on propose, c'est de passer sur la durée d'immobilisation sur la durée d'amortissement des immobilisations qui nécessite à ce jour d'être complétée pour certaines catégories de biens afin de respecter l'obligation d'amortissement telle que définie dans le Code général des collectivités territoriales. La demande de la trésorerie en date du 4 août, qui informe sur la nécessité donc d'amortir ce compte, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, bâtiments et installations. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées à des immobilisations incorporelles de la façon suivante, c'est-à-dire soit les immobilisations incorporelles d'une durée sur le compte donc 204-22, et une subvention d'équipement aux personnes de droit privé, bâtiments et installations de prendre la durée de 40 ans, qui est la durée maximale possible. Donc, cette durée que l'on a repris également dans le cadre du calcul des amortissements au niveau de la dette. Bon.
Merci Karl. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées des immobilisations incorporelles comme suit. Immobilisation incorporelle compte 20 422, subventions d'équipement aux personnes de droit privé, bâtiments et installations, 40 ans. Y a-t-il une question, monsieur Dewailly? Une question, c'est une demande de la trésorerie, c'est pas une demande de la commune. Nous, ce qu'on avait, je ne sais pas si c'est une demande ou etc. Mais c'est une demande de la trésorerie, sachant que la volonté également que l'on avait sur ces points-là, lors notamment de la recherche de la durée, c'était d'avoir la durée, au vu de l'infrastructure qui est en jeu, la durée la plus longue pour ne pas impacter trop fortement la section de fonctionnement. Voilà. Donc on avait demandé quelle était la durée, et on voulait aussi avoir un avis de la trésorerie qui donc, nous a répondu au mois de cet été, au mois de demande de trésorerie dans le mois d'août, le 4 août, qui nous a répondu donc sur la durée. Monsieur Yon. La durée, c'est quoi avant? Comment? La durée, c'est quoi avant? Sur les bâtiments, je pense celle-là n'était pas fixée parce que c'est les nouvelles infrastructures. Sur celles existantes, je ne saurais pas le dire. 30 ans. J'aurais dit 30 ans aussi, mais je n'étais pas sûr. Bon, il n'y a plus de questions? Alors je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 17, on va changer d'orateur, là, c'est pour la culture. Signature d'une convention d'engagement dans le cadre des Belles Sorties 2022. Je passe la parole à Céline, et cela vous avait été remis dans l'annexe 18. Dans le cadre des Belles Sorties, la ville de Gruson s'est attribué un spectacle de danse du gymnase qu'elle ne peut malheureusement accueillir faute de salle en état. C'est pourquoi la ville de Bézieux s'est vue proposer de recevoir ce spectacle, intro de Mélina Boubetra, ce que nous ferons avec grand plaisir le samedi 26 novembre 2022 à 18h30. Je vous invite tous à venir le découvrir. Ce spectacle sera précédé quelques jours auparavant d'une sensibilisation aux arts de la danse auprès des CM1, CM2 des écoles volontaires et sera suivi d'un échange avec les artistes. Vous trouverez en pièce jointe la convention qui nous lie avec la structure Le Gymnase pour cet événement. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'engagement ci-joint annexée. Merci Céline. Y a-t-il une question sur cette délibération? Point. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 18 donc, concerne l'aide sociale, la signature d'un avenant au règlement intérieur des accueils périscolaires qui vous a été remis en annexe 19, en cours de rédaction qui a été... voilà, alors on y va. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121.19, et vu l'avis de la commission jeunesse réunie en date du 30 août 2022, considérant le souhait des familles des enfants scolarisés au sein du groupe scolaire Paul-Émile Victor d'étendre les horaires de garderie scolaire et périscolaire, considérant la nécessité de rédiger un avenant au règlement intérieur des accueils périscolaires afin de pouvoir effectuer une période texte d'extension d'horaire de la garderie telle que définie dans l'annexe jointe. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant au règlement intérieur des accueils périscolaires tel qu'annexé. Il s'agit donc d'augmenter d'1 quart d'heure le matin juste pour l'école Paul-Émile Victor, donc de passer des horaires de garderie de 7h30 à 7h15 suite à la demande des parents délégués. Donc il a été envisagé de faire une période test pour voir si cela correspondait à un véritable besoin avant d'aller un peu plus loin dans la démarche. Merci Pascal. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. On va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité.
Je vous remercie. S'ensuit donc 4 décisions du maire. Je vais les rappeler simplement dans le titre et savoir si vous avez des questions sur ces 4 décisions. Donc la première décision du maire concerne le groupement de commandes, la signature du marché de restauration collective en accueil collectif de mineurs, temps scolaire et portage des repas à domicile. Qui souhaite intervenir sur ce sujet? Ou avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Décision du maire suivante concerne toujours les marchés publics, conception et réalisation du système d'information et de téléphonie des services et équipements municipaux. Y a-t-il une question sur cette décision du maire? Il n'y en a pas. Très bien. 20.21, décision du maire concernant toujours les marchés publics, conception et réalisation d'une aire de jeu et d'espace de convivialité. Y a-t-il une question sur cette délibération numéro 21? Point. Très bien. Et enfin, décision du maire numéro 22, convention de financement, investissements communaux en matière de vidéoprotection urbaine avec la MEL. Y a-t-il des questions sur cette décision du maire? Il me semble que non, donc très bien, donc tout est enregistré. Pardon? 15 décembre. Questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Qui souhaite intervenir sur des questions diverses? Moi, je souhaite vous faire lecture d'un message que nous avons reçu d'une personne qui travaille à la mairie. Nous venons de prendre possession de nos nouveaux téléphones qui font suite à nos nouveaux ordinateurs très récemment installés, sans oublier notre nouveau prestataire informatique, Cosolus. Ces nouvelles technologies vont nous permettre de travailler plus efficacement et nous faciliter la tâche. C'est vrai qu'il était temps d'évoluer. J'ai l'impression de changer de siècle et de faire le grand écart. Je voulais donc, à titre personnel, vous remercier pour ces investissements qui nous offrent de très bonnes conditions de travail avec du matériel à la pointe. Voilà, bon, je voulais simplement vous lire cette réaction d'un salarié et donc vous informer que le prochain conseil municipal se déroulera le 15 décembre. Je vous remercie.